Bonjour et bienvenue dans ce séminaire de lecture de Logique de l'inconscient, Lacan ou la raison d'une clinique de Christian Firens. Je vous propose de continuer sans tarder la lecture du sous-chapitre 4 intitulé « La différence diachronique propre au signifiant » que j'ai introduit la dernière fois. La différence diachronique met en lumière une coupure qui s'inscrit pleinement dans un mouvement du signifiant tourné vers toute autre chose en devenir. Il faut reconnaître que Christian Firens accorde une importance cruciale à la dimension de ce quelque chose de nouveau, comme il dit, de tout autre, de pas prévu, sur lequel repose la pratique de la psychanalyse. Nous avons vu la dernière fois qu'avec l'interruption de la parole, le mouvement de signifiance ne s'arrête pas pour autant. De la même manière, la coupure introduit un point d'arrêt qui libère un mouvement de relance pour toute autre chose, lequel autre chose se présente comme quelque chose de nouveau, d'inouï, d'inédit, d'imprévisible. C'est à dessein que je parle ici de relance qui fait écho au livre de Christian Firens intitulé « La relance du phallus, le rêve, la cure, la psychanalyse » paru en 2008. Au risque de le dire un peu vite, l'auteur propose d'égaler le moins phi à la fonction phallique, c'est-à-dire à une fonction de relance. C'est à l'état détumescent que le phallus, comme relance, acquiert en effet la fonction primordiale d'introduire l'objet petit a en tant qu'objet échappant à toute saisie phénoménale en tant que rien absolu. Comme fonction phallique, le moins phi constitue une relance, à savoir ce autour de quoi tourne un manque, ou plutôt devrions-nous dire un vide, un trou, un rien absolu. Je compte bien un jour proposer la lecture de cet ouvrage qui, à bien des égards, éclaire cette place de moins phi fondamentale pour la pratique de la psychanalyse et qui n'est pas sans indiquer ce qu'il en est de la place de l'analyste dans ce processus dynamique de la cure. Je propose ici de rapprocher étroitement ce qui est à l'œuvre dans le mouvement de signifiance propre à la différence diachronique de moins phi en tant que fonction de relance. Le processus psychanalytique est ainsi placé dans la perspective non pas du passé, mais du devenir, de ce qui est à venir. Je vous propose de garder ça en tête pour ce qui suit. Il faut l'idée a priori de la différence diachronique comme coupure ou effacement du signifié d'après le sens commun, y compris réaliste, pour voir le signifiant s'envoler vers toute autre chose, et là est la relance. Ce tout autre chose, comme nous allons le voir aujourd'hui, émane directement du dynamisme déformant et de la créativité transformante inhérent à l'inconscient. Ceci est très important, notamment en ce qui concerne la question du refoulement. Si la conception de Freud consiste à faire retour dans le passé pour parvenir à une levée du savoir refoulé ancré dans le symptôme, avec l'approche lacanienne, il s'agit à l'inverse de se tourner vers ce qui est d'emblée en devenir depuis ce qui achoppe dans le symptôme. Là opère un non-savoir qui vaut comme coupure. Le savoir supposément attribué au grand autre y est fondamentalement remis en question d'une part, et d'autre part, un tel non-savoir ouvre la possibilité en puissance du signifiant, au sens où j'en ai parlé la dernière fois, à partir de laquelle toute autre chose peut et doit venir à se représenter, en deux mots, dans la mesure où ce qui est amené à se présenter ne peut qu'en passer par le mouvement de répétition propre à la fonction signifiante. Cela étant dit, comment rencontre-t-on la différence diachronique chez Freud ? Car en effet, même si celui-ci, dans sa conceptualisation, a référé le refoulé à du non-su latent qu'il s'agissait de rendre conscient pour voir le refoulement levé, il n'empêche que son propos s'éclaire autrement, à considérer le mouvement de signifiance qui opère avec la différence dans le signifiant lui-même.
C'est précisément ce que fait ici Christian Fierens lorsqu'il souligne que Freud, au chapitre 4 de la Traumdeutung, note que le langage du rêve fait subir la déformation, Entstellung, et des distorsions au matériel employé qui devient alors signifiant. L'auteur dit ceci: l'Entstellung freudienne, la déformation discursive du signifiant, apparaît d'abord comme dépendant de la censure, de la résistance et du refoulement, mais elle est plus essentiellement différenciation diachronique propre au signifiant. Elle est barre ou coupure, coupure de l'instrument soustrait de son usage habituel, coupure entre l'outil et son utilité, qui institue le matériel comme pur signifiant. Le rêve en témoigne. Non seulement le signifiant devient signifiant de perdre sa qualité d'instrument de communication en se voyant coupé de son référent, mais il devient signifiant de prendre place dans la structure sans cesse en mouvement de la différence diachronique. C'est en cela que le signifiant produit par la déformation discursive dans le rêve fait littéralement trou dans le langage de la raison commune qui, elle, repose sur la différence synchronique. À ce titre, parler de définition à propos du signifiant n'est pas sans soulever un paradoxe. Écoutons cet extrait de Subversion du sujet et dialectique du désir dans l'inconscient freudien, cité par Christian Fierens. Notre définition du signifiant, il n'y en a pas d'autre, est insignifiant, c'est ce qui représente le sujet pour un autre signifiant. Du point de vue de la logique classique formelle, à partir de laquelle nous avons pris l'habitude de penser depuis l'avènement de la métaphysique occidentale, il est tout à fait inconcevable qu'un terme insignifiant définisse le terme à définir pour un autre signifiant. La logique formelle, fondée sur la différence synchronique, bute ici sur un paradoxe qui rappelle l'exemple bien connu de l'ensemble de tous les ensembles qui ne se contiennent pas eux-mêmes et qui conduit à un raisonnement par l'absurde, à l'instar des pensées de l'obsessionnel. Mais écoutons la suite du paragraphe, toujours à la page 819 des écrits. Ce signifiant, à savoir pour un autre signifiant, sera donc le signifiant pourquoi tous les autres signifiants représentent le sujet. C'est dire que, faute de ce signifiant, tous les autres ne représenteraient rien, puisque rien n'est représenté que pour. Aussi, comme il n'est pas envisageable de définir entre guillemets à proprement parler le signifiant, il n'est d'autre choix que de s'appuyer sur ce qui apparaît comme signifiant et, dit l'auteur, de suivre le devenir de cette apparence. Autrement dit, le devenir de cette apparence vaut pour cet autre signifiant pourquoi tous les autres signifiants représentent le sujet. Il me faut ici préciser un point qui a son importance. Faute de ce signifiant peut laisser entendre que si cet autre signifiant n'apparaît pas d'une manière ou d'une autre, on est en droit de parler de hors-sens, voire même de psychose si l'on pense par exemple à la forclusion du signifiant du nom du Père. Or, d'après la citation de Lacan, ce serait comprendre les choses d'une manière trop restreinte. Car en effet, cet autre signifiant est essentiellement en devenir. Et sur ce point, la poésie de Hölderlin apporte un éclairage intéressant. Le poète appelle ce qui fait apparaître ce qui se cache. Mais chose importante, le poète appelle ce qui fait apparaître et non ce qui se cache en tant que tel. Aussi, la dimension de la métaphore ne porte pas tant sur ce qui demeure caché, un objet à représenter par exemple, que sur un certain mode d'apparition de l'apparaître. Dans cette optique, ce qui apparaît, appelons-le S1, ne vaut que pour ce qui fait apparaître, appelons-le S2, et qui est fondamentalement en devenir. Ceci amène une question peut-être un peu curieuse. Là où un abord névrotique invite à considérer le déplacement d'un premier signifiant à un autre, puis encore à un autre, d'après une causalité ordinaire, tenir compte de la différence diachronique dont découle ce « pour un autre signifiant » S2, introduit une rupture quant à l'idée courante qui veut que le temps s'écoule d'une manière linéaire et continue.
Nous pourrions penser que ce S2 qui vaut pour le S de grand A barré est toujours déjà là dans son essence et donc qu'il préexiste à S1 comme si S1 dépendait toujours de S2 en puissance, ce pouvoir tout en puissance de cette naissance de la possibilité depuis ce lieu vide dans l'autre. Par faute de ce signifiant, il faut alors entendre que faute de la réceptivité pour cet autre signifiant S2 en puissance, la fonction du signifiant d'après la différence diachronique n'est pas véritablement prise en compte. Il faut faire remarquer que le processus psychanalytique change totalement de perspective, suivant qu'il tient compte ou non de ce pour un autre signifiant S2 en tant que S de grand A barré. Autrement dit, Lacan s'adresse ici aux psychanalystes. Autre point important, le pour de pour un autre signifiant résonne très directement avec cette toute-puissance, de ce pouvoir tout en puissance, de cette naissance de la possibilité dont parle Lacan à la page 800 des écrits. Ce pour s'entend en effet comme la mise en jeu de la mouvance qui donne au signifiant toute sa puissance, celle de faire advenir une nouvelle signifiance. Ce pour rend compte de la fonction de la relance dont j'ai parlé plus haut. À ce titre, ce pour constitue le pivot de la définition lacanienne du signifiant. Dire que le signifiant est ce qui représente le sujet pour un autre signifiant, et en même temps que le sujet est ce qui est représenté par un signifiant pour un autre signifiant, souligne bien cette logique en mouvement à l'œuvre qui porte sur cette fonction de la relance inhérente à ce qu'est véritablement le phallus. Je rappelle que c'est à l'état détumescent que le phallus, comme relance, acquiert la fonction primordiale d'introduire l'objet petit a en tant que rien absolu. La fonction phallique pourrait s'énoncer ainsi. Avec la détumescence, le phallus devient relance pour cet autre signifiant S2 en tant que S de grand A barré, comme ouverture, c'est-à-dire là où le grand autre ne répond pas, là où le non-savoir fondamental donne libre cours au dynamisme et à la créativité de l'inconscient. Christian Fierens mentionne ensuite la science de la logique pour rappeler que la démarche de Hegel s'inscrit dans cette même voie de la différence diachronique. L'apparence quelconque produit à partir de son identité sa propre différence, non sans impliquer la contradiction. L'auteur dit encore « Les soi-disant deux signifiants de la définition lacanienne doivent être compris dans le cadre du devenir d'un même signifiant comme deux de ses états ou deux de ses étapes S1 et S2. Toujours la différence diachronique implique le mouvement de déformation distorsive qui toujours fait le signifiant différent de lui-même. Une pareille distorsion nécessite l'opération de la coupure ou de la barre qui sépare le signifiant de son signifié, de son référent, de sa signification, bref, de son contenu imaginaire. Le signifiant réclame d'être interprété pour un autre signifiant, dit Christian Fierens. Pour devenir un autre signifiant S2, il faut à ce dernier interpréter le signifiant S1. Interpréter au sens d'opérer la coupure qui à la fois conserve la matière signifiante et à la fois efface le signifié qui lui était jusque-là attaché. Il faut encore préciser que le dit sujet s'inscrit lui aussi dans ce mouvement de représenter en vue du signifiant S2. Il intervient également pour cet autre signifiant. Dire les choses ainsi amène à ne pas chercher à donner une consistance ou une fixité à ce que serait le sujet. Il n'apparaît jamais que comme production éphémère de l'articulation signifiante, encore une fois, pour cet autre signifiant. Voilà ce que je tenais à vous dire aujourd'hui concernant la structure en mouvement de la différence diachronique qui repose fondamentalement sur ce pour comme relance en vue de ce qui est à venir, à savoir un autre signifiant, autre que lui-même, qu'il est éclairant d'entendre comme un signifiant S2 en tant que S de grand A barré, le lieu grand autre qui fait la place à ce qui de l'inconscient peut jaillir. Il est intéressant de voir comment Christian Fierens attire l'attention sur cette conception lacanienne du signifiant
qui entraînent des incidences concrètes pour la pratique de la psychanalyse, comme nous en aurons un aperçu la prochaine fois, avec des exemples bien connus. L'un se rapporterait à un cas d'hystérie, l'autre à une psychose. Et Christian Firens de dire, ce qui laisse déjà sous-entendre que le signifiant se moque bien du diagnostic. À méditer. Nous continuerons la lecture de ce sous-chapitre la fois suivante. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle émission consacrée aux pensées poétiques de Hölderlin et mercredi dans 15 jours pour la suite du dialogue avec le texte psychanalytique. Au revoir.